On continue de parler de cette crise ukrainienne qui a ses répercussions ici chez nous en Belgique et à Bruxelles. Notre invité ce midi a acquis une certaine expertise dans l'accueil de réfugiés. Il s'agit de Mehdi Kassou. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît comme l'un des fondateurs de la plateforme citoyenne au soutien aux réfugiés, active depuis maintenant de nombreuses années ici dans la capitale. Ces images que l'on vient de revoir, notamment dans ce sujet avec des réfugiés ukrainiens, cette fois-ci, qui font la file dans la rue devant des centres d'enregistrement, ça vous inspire quoi ? Ça nous inspire un petit sentiment de déjà-vu, évidemment. Depuis effectivement 2015, on était dans un autre contexte, à un autre endroit, avec un autre parc de l'autre côté de la rue, mais le parc Maximilien, l'office des étrangers situé sur le trottoir d'en face, ça me rappelle celle de 2017, les longues files, et plus récemment, les énormes files, la crise qu'on a encore connue en décembre et en janvier dernier, devant le Petit Château, où des centaines de personnes s'entassaient. Alors il y a une petite différence, c'est qu'ici, on est sur un dispositif spécifique qui a été ouvert dans un contexte de crise avec des arrivées plus importantes que ce qui était estimé au départ, et donc il est un peu logique que l'on voit ces files apparaître. Ça aurait pu être anticipé, mais il faut dire ce qui est, on en est aujourd'hui quand même à essayer d'organiser une forme de chaos, donc c'est normal, je dirais, que ça fasse un peu ses dents à ce stade. Alors, on dit souvent que l'histoire est un éternel recommencement. Vous avez l'impression qu'on a tout de même eu une forme, un manque de préparation. Là, on le voit, une réunion de crise en ce moment entre les régions et le gouvernement. Pour vous, cette crise-là n'était peut-être pas prévisible, mais on aurait dû prendre des initiatives de les expériences de 2015, 2017, 2019 que vous venez de citer. Mais donc oui, alors d'abord, il faut peut-être le dire, depuis les 7 années pendant lesquelles on a été actif, on a successivement entendu parler de la crise des réfugiés, de la crise de l'accueil, de la crise des Afghans, de la crise de fait d'asile. Donc on a quand même un enchaînement de crises. Et oui, il y a clairement, quoi qu'il en soit, un manque d'anticipation. Je crois que là, on est dans un contexte extrêmement particulier, avec une attitude politique qui a changé à l'échelle européenne, aussi dans les États dont la Belgique fait partie. Donc il y a une évolution de contexte, une tentative de gérer le problème, mais à nouveau, si la Belgique n'avait pas dans le passé fermé des milliers de places d'accueil, si la Belgique avait eu une agence fédérale capable de gérer ces éventuels flux, on est dans un contexte international où a priori les conflits, les déplacements, etc. sont nombreux, ils s'annoncent être encore plus nombreux dans les prochaines années. Et moi, je ne peux me baser que sur ce que je disais déjà il y a quelques années, face à une crise où finalement ce sont quelques milliers de citoyens qui ont dû organiser l'accueil chez elles de personnes migrantes, de passage sur le territoire ou qui souhaitaient rester. Je ne pouvais que m'inquiéter à l'époque d'imaginer ce que ça pouvait donner si un jour on devait être justement confronté à la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. Donc à la fois on se réjouit, donc c'est un peu un sentiment mitigé, on se réjouit qu'il y ait une prise de conscience de l'Europe jusqu'à Bruxelles et que les choses se mettent en place pour gérer ce conflit. Ceci dit, et on espère que ce sera aussi la leçon retenue de cette crise, c'est qu'il y a beaucoup d'autres conflits, il y a beaucoup d'autres exilés, il y a beaucoup d'autres déplacements, et qu'il faut pouvoir se préparer, alors soit dans les mêmes conditions, soit dans de meilleures conditions, mais on doit être prêt à pouvoir faire face à ces éventuelles crises à l'avenir. Oui, et on en parlera encore un petit peu plus tard dans cette interview. Et concernant cette crise ukrainienne, vous, en tant que plateforme citoyenne, vous êtes partie prenante dans le processus d'accueil de ces réfugiés ? Alors, d'abord, on n'a pas le choix. La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, effectivement, on est identifié comme un des acteurs présents sur le terrain depuis le départ. La seule chose qu'on ne veut pas faire, c'est se suppléer à l'État. Et donc, par principe, on a déjà beaucoup de travail en prenant en charge les migrants encore présents dans le quartier nord, au parc Maximilien, le hub humanitaire, la Porte du Lys, la Sister House. Donc, c'est quand même quotidiennement 800 personnes qui sont accueillies dans les dispositifs, encore chez des familles belges depuis 2017. C'est en moyenne 120 à 150 personnes tous les jours hébergées chez des citoyens. Donc, il y a déjà beaucoup de travail. En tout cas, on s'est positionné assez immédiatement, encore la semaine dernière, pour annoncer qu'éventuellement, on pouvait être disponible. On était avec nos partenaires du hub humanitaire devant Bordeaux, gérer les files, faire des distributions de nourriture, éventuellement partager les bonnes pratiques en matière d'hébergement, d'appel aux citoyens, de mobilisation, etc. Donc c'est finalement une espèce de reconnaissance là aussi un peu mitigée sur ce qu'on dit depuis toujours, c'est que savoir qu'on est une Belgique accueillante, savoir qu'en 2015, en 2017, en 2019,
Les Belges ont accueilli massivement, ont réagi. Les inondations, c'était la même chose. La solidarité, je veux dire, en Belgique, elle existe, elle est présente. On en a plein d'exemples. Aujourd'hui, on le voit encore. Des milliers de personnes se mobilisent. Mais tout ça demande une organisation, une coordination, une forme d'expertise. On a un peu prévenu, alerté et demandé, appelé à la vigilance sur ce que ça signifiait en pratique de pouvoir envoyer des réfugiés chez des personnes. Parce que le tout n'est pas simplement de déplier son clic-clac ou de proposer un hébergement, c'est aussi quand on est responsable de cette rencontre entre des personnes dans le besoin et des personnes qui répondent aux besoins, de pouvoir s'assurer que les choses se passent bien et que les conditions d'accueil sont remplies. Donc voilà, on est dans cette position aujourd'hui. On a lancé un appel à mobilisation. En 4 jours, 1400 lits sont proposés par des citoyens. On est aujourd'hui en train d'observer un petit peu comment les choses vont. C'est vrai que la majorité des gens qui arrivent ont une place. Ils arrivent dans la diaspora ukrainienne et donc il n'y a pas encore cette urgence de l'accueil. Par contre, les prochaines vagues, elles ne pourront malheureusement pas être accueillies chez des Ukrainiens de Belgique qu'on imagine déjà accueillir. Et donc il faudra à ce moment-là effectivement activer toutes ces personnes et faire en sorte que les choses se passent bien. Et puis c'est à l'échelle nationale. C'est 20 000, 22 000 places qui ont été proposées par des citoyens. Donc on appelle vraiment à ce que une plateforme de coordination, en tout cas, soit mise en place par les pouvoirs publics pour le gérer. Justement, de nombreux Belges, de nombreux Bruxellois se sont portés volontaires pour accueillir des gens chez eux. Vous avez, vous, cette expérience depuis maintenant 2015. Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres associations, avec les autorités également? Parce que je sais que vous apportez une importance particulière à ce que vous appelez des matchs. C'est-à-dire, il faut que les gens qu'on va emmener chez des citoyens, ce ne soit pas n'importe qui, il faut qu'il y ait certains types de personnes qui soient mis avec certains types de personnes. Comment est-ce que vous prenez ce genre de décision? Alors au départ, évidemment, c'était beaucoup d'improvisation. On était une dizaine de bénévoles à essayer de créer ces rencontres. Mais donc c'est avant tout rencontrer les personnes, les connaître. Donc nous, on fonctionnait à l'époque sur une base de ce qu'on appelait des ambassadeurs de l'hébergement et des hébergés. Donc on envoyait des gens connus chez des gens qu'on ne connaissait pas et inversement. Donc ça a été le départ. Ensuite, il y a surtout la préparation. Quand on a un contact avec des hébergeurs, la première chose, c'est de s'assurer typiquement qu'on est dans un logement salubre, que les conditions sont rassemblées. On n'est pas ici dans la formule comme nous l'avions lancé à l'époque, 1, 2, 3 jours pour 1, 2, 3 personnes. Ici, on parle de gens qui vont s'installer en Belgique. On sait qu'il y a déjà une autorisation de séjour de 90 jours dès le départ et ensuite une autre d'1 an. Il y a un parcours d'insertion psychosociaux, médico-économique qui va devoir s'activer, la scolarisation des enfants, l'inscription dans les administrations, l'apprentissage de la langue, etc. Donc c'est une forme d'engagement évidemment qui est nécessaire. Nous pensons aussi, et c'était notre modèle en tout cas était celui-là, on rencontrait les hébergeurs, on échangeait avec eux, on s'assurait d'avoir des personnes a priori de confiance, etc. Mais on avait une hotline dans les deux sens et donc nous donnions des coordonnées et des personnes de contact aux hébergés qui aussi pouvaient, au bout de 48 heures, nous expliquer les conditions dans lesquelles ils étaient accueillis, si tout se passait bien, etc. Et de la même manière, on avait aussi un retour pour les hébergeurs, être certain que les personnes qui sont accueillies sont respectueuses, etc. Mais donc c'est tout un travail d'accompagnement qui est indispensable. Et ici, je dirais qu'il y a une responsabilité supplémentaire, en particulier pour les communes, si je comprends bien le process qui est en train de se mettre en place et les CPAS, qui va être celui du revenu d'intégration, de la scolarisation des enfants, de la mutuelle. Pour l'instant, on est sur des personnes qui ont quitté leur pays et qui arrivent, qui n'ont pas été victimes, qui sont victimes, mais en tout cas, ils n'ont pas subi les violences les plus graves. Dans quelques semaines, si le conflit s'enlise, on aura des personnes qui seront restées pour de la résistance, éventuellement des victimes, des blessés, etc. Et donc, les traumas qui accompagnent ces personnes sont importants. Donc, c'est surtout ça qu'il faut pouvoir aussi anticiper. Aujourd'hui, on est à l'organisation, des points de vigilance et une coordination pour que ça se passe dans les meilleures conditions, mais anticipons déjà la suite. L'accueil se passe au niveau des communes pour le moment. Je vous propose de nous intéresser à Woluwe-Saint-Pierre où on a pu rencontrer hier un couple qui a accueilli une famille avec 4 enfants. Alors, petite histoire, c'est le neveu en fait de cette famille qui a pris sa voiture, qui a roulé jusqu'à la frontière ukrainienne et qui a ramené plusieurs réfugiés en Belgique, dont cette famille. Louba, c'est le moment de jouer avec les enfants. Une application de traduction au fonctionnement aléatoire, c'est le seul moyen de communication avec cette famille qui ne parle que l'ukrainien. Et pour cette maman de 4 enfants, pas simple de trouver ses marques. Pour l'instant, je ne sais pas très bien comment m'habituer.
C'est un des neveux des hébergeurs qui les a ramenés de la frontière fin de la semaine passée. À l'heure qu'il est, ils ne sont toujours pas enregistrés à l'Office des étrangers. Mais les enfants, eux, sont déjà inscrits à l'école du quartier. Ils viennent d'y passer leur première matinée. Et les enfants sont des enfants souriants. Ils ne se prennent pas la tête comme les adultes le feraient. Ils voient les choses au jour le jour. Les parents, évidemment, sont responsables, donc ils voient à long terme ou à moyen terme, ils ont un autre point de vue. Mais c'est ça qui me frappe, oui. Et beaucoup de dignité. Ce ne sont pas des personnes qui vont vous demander quoi que ce soit. C'est à vous d'aller vers eux. La maison est grande et cette famille dispose de tout un étage. Ici, voilà, ils ont un petit salon, une petite salle à manger et une petite cuisine. Et elle y restera le temps nécessaire. Je ne les mettrai jamais dehors, je ne pourrais pas faire ça. Mais je vais quand même solliciter les services adéquats pour qu'eux puissent prendre cette autonomie. C'est indispensable, parce qu'à un moment donné, ça n'ira plus. Mais cette femme, elle n'a qu'une envie, rentrer au pays le plus vite possible. Bien sûr, je veux retourner en Ukraine. Je suis habituée là-bas. Ici, c'est inconfortable. Nous sommes des étrangers. Nous ne savons pas comment nous comporter. Impossible de dire de quoi demain sera fait. Mais dans cette maison de Woluwe-Saint-Pierre, tout est mis en œuvre pour rendre la vie de cette famille la plus agréable possible. On l'a dit, ce sont les communes donc, qui coordonnent cette aide, cette solidarité, le fait que des citoyens se portent volontaires pour héberger des gens. Vous craignez qu'à un moment, les communes n'aient pas la possibilité justement d'aller vérifier le lieu d'hébergement et que voilà, qu'on puisse se retrouver devant des logements insalubres ou des personnes qui n'ont pas que... En tout cas, il y a un bon signal, c'est qu'on est déjà sollicité aujourd'hui par plusieurs dizaines de communes, que ce soit à Bruxelles ou en région wallonne, dans les antennes locale de la plateforme citoyenne en Wallonie, par des bourgmestres. Alors ceux avec qui on avait déjà une relation, ceux avec qui on avait créé des dispositifs, etc., qui s'inquiètent évidemment de ce que ça signifie. On voit aussi qu'il y a une attention, a priori à ce stade particulière, qui est mise sur les éventuels accompagnements ou les suivis sociaux qui devront être faits. La question est de voir si les moyens vont être déployés suffisamment pour pouvoir le gérer. 20 000 places, c'est énorme. S'il faut faire 20 000 visites dans les dispositifs, c'est énorme. Donc voilà, il y a une réflexion en tout cas qui est posée. On sent de la part des bourgmestres et dans les CPS avec qui on discute une vraie volonté de tout mettre en place pour que les choses se passent bien. Il faudra maintenant veiller à ce que ça se fasse dans les meilleures conditions. Alors, vous avez lancé un appel en début de semaine et il concerne un public fragile dans ces réfugiés ukrainiens. Ce sont les femmes seules ou les femmes avec enfants. Ce sont quoi les dérives que vous craignez pour ce genre de public ? Mais je crois qu'il faut d'abord, bien rappeler que, et vraiment je parle d'expérience, on a effectué des centaines de milliers de nuitées depuis 2015 et que dans la grande majorité des cas, une simple rencontre et un cadre d'hébergement, une charte éthique expliquée aux deux parties en amont balise le tout. Et donc on n'a jamais réellement rencontré de problème et il ne faut pas se positionner comme si il y allait avoir des problèmes. L'important c'est que en tant que responsable, moi, je passe mon temps à faire des crash tests, c'est-à-dire à me dire comment éviter le pire. Et ici, en particulier, lorsque j'ai été confronté à ces premières personnes, où l'ensemble des personnes que je rencontre sont des femmes accompagnées du grand-père ou des enfants en bas âge, souvent moins de 10 ans, et puis que j'associe ça aux nombreux commentaires extrêmement déplacés, aux attitudes qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et aux éventuelles demandes, il est important pour ceux qui le feront de comprendre typiquement qu'il faut pouvoir mettre des balises. Il y a malheureusement un narratif, une construction qui se fait parfois autour des réfugiés, autour de la manière dont on va pouvoir exiger d'eux ou d'elles qu'ils fassent des choses, espérer une contrepartie, etc. C'est de notre responsabilité et je le dis parce que c'était la partie la plus difficile dans le travail qu'on a fait. On voyait en apparence des bénévoles en veste blanche qui mettaient en lien des personnes et on imaginait l'accueil. La réalité, c'est que derrière chacun de ces matchs, il y a une conscience, il y a éventuellement un risque et que donc les premiers mois ont vraiment été des mois pendant lesquels on devait faire un suivi quotidien pour éviter tout ça. Et oui, il ne faut pas perdre de vue que, je prends un exemple qui devrait parler aux auditeurs, mais un parent qui à un moment donné se retrouve seul avec son enfant, une maman qui se retrouve éventuellement chez des hébergeurs ou chez des personnes qui seraient mal intentionnées. Le réflexe en tant que protection sera a priori de protéger ses enfants et éventuellement de subir une forme
formes de pression, de violence, etc. Et parfois, elles sont pas nécessairement graves, mais donc il est extrêmement important de pouvoir avoir aussi un espace d'écoute et donc pouvoir avoir de l'autre côté, du côté des CPS, etc., des équipes capables de recevoir le retour des personnes hébergées en toute indépendance et pas nécessairement dans des moments de rencontre avec la famille, c'est important parce que c'est là que la parole se libère. Et donc c'est vraiment assez indispensable se dire que ce sont potentiellement des oiseaux pour le chat et la meilleure manière de le résumer. Et donc nous sommes responsables, les communes, les organisations, tout qui organise aujourd'hui cette rencontre est véritablement responsable de garantir que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et alors on industrialise finalement l'hébergement en famille. On sait ce que c'est comme travail quand on héberge 500 personnes. Quand on doit en héberger des milliers, il faut vraiment mettre toutes les balises nécessaires parce que statistiquement le risque grandit évidemment. Dernier élément qu'on voulait voir avec vous, Mehdi Kassou, il concerne le logo que vous pouvez voir derrière moi si vous nous regardez en télévision. All Refugees Welcome. On peut voir de nombreux drapeaux qui représentent des pays où il y a eu de nombreuses personnes qui sont arrivées chez nous et ailleurs. On voit notamment d'ailleurs le drapeau ukrainien, mais il est là au même titre que de nombreux autres drapeaux. Vous avez le sentiment qu'on réagit différemment par rapport à cette crise migratoire, par rapport à celle qu'on a connue dans le passé? Alors, c'est pas un sentiment. Je dirais, il suffit d'observer ce qui se passe de l'Europe jusqu'à Bruxelles. Cette directive qui est dans les tiroirs depuis 2001, qui est activée aujourd'hui, le plan de répartition, l'activation à l'état à niveau belge de tous ces protocoles, de tous ces dispositifs, de ces méga structures, etc., pour gérer l'accueil, un titre de séjour octroyé dans les premiers jours après l'arrivée. Il y a une attitude qui est différente, mais j'insiste là-dessus. Je ne la critique pas. En fait, je me réjouis que l'Europe et la Belgique prennent enfin la mesure de ce que signifie le déplacement massif de personnes exilées qui fuient des pays en guerre. Mais effectivement, ce visuel et cette action, elle vise surtout à rappeler qu'au moment où on parle, de ce conflit ukrainien, aujourd'hui, ce matin, encore des centaines de personnes s'entassaient devant le petit château, dormaient à l'extérieur, dorment au parc Maximilien, ne sont pas accueillis, dorment à Calais, à côté des endroits dans lesquels on ouvre un accès direct en Eurostar vers l'Angleterre, etc. Donc c'est important. Et c'est un petit peu la petite note d'espoir. On peut être un peu pessimiste ou critique à court terme, mais moi je suis optimiste à long terme. Et donc je me dis que cette prise de conscience permettra éventuellement enfin de rejoindre ce qu'on dit depuis toujours, c'est qu'il faut des voies sûres et légales de migration, il faut des dispositifs d'accueil capables d'accueillir ces personnes avant tout en respectant la base des besoins, un logement, une baignoire, un repas. Et ensuite, à partir de là, on entame les démarches administratives, on les informe et on les accompagne avec quand même l'objectif de favoriser le plus rapidement possible l'intégration de ces personnes. Et donc l'attitude inclusive aujourd'hui qui est organisée par le gouvernement, c'est de dire aux citoyens, nous avons des personnes qui fuient la guerre, accueillons-les chez nous et accompagnons-les dans leur démarche. C'est précisément le modèle qu'on veut porter. On veut juste rappeler quand même que on ne l'a pas fait avec les Afghans, on ne l'a pas fait avec les Syriens, on ne l'a pas fait avec les Irakiens, on le fera peut-être pas à l'avenir avec d'autres. Et c'est ça qu'on doit dire aujourd'hui. Donc on a un gouvernement attentif, on a des communes attentives, on a des citoyens attentifs. Un réfugié est un réfugié. Et mon petit message, et c'est là que je suis assez rassuré, c'est que ce qui est peut-être mal calculé dans tout ça, c'est que j'ai la conviction d'expérience aussi, je sais que toutes ces personnes qui ont accueilli chez elles un réfugié ou une réfugiée comprendront par elles-mêmes, auront conscientisé de ce que c'est d'être un réfugié et derrière ne feront probablement plus la différence à l'avenir entre un réfugié ukrainien et un réfugié érythréen. Et donc vraiment note d'espoir, ne le perdons pas de vue, les citoyens belges réagissent avec le cœur, le gouvernement belge devra, je l'espère, à l'avenir aussi mettre en place ce qui permet de continuer cet accueil avec le cœur. Et donc du coup, all refugees welcome, s'il vous plaît, quoi. Merci beaucoup, Mehdi Kassou, d'être venu nous voir ici en direct. Je rappelle que vous êtes un des cofondateurs de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Merci.